petit peu de manière à faire. Ah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, C'est l'époque. c'est l'époque. Et bonjour à tous. Bonjour révérend. Bonjour, Comment allez-vous? très bien, ma chère Bénédicte, enchanté d'être à nouveau là pour ce merveilleux épisode. Mais oui, et de même. Alors aujourd'hui, on voudrait vous proposer un format un petit peu différent. Oui, tout à fait. C'est une tentative. Donc on va se lancer aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, sur la meilleure scène de Stanley Kubrick. C'est un peu ridicule toutes ces histoires de top et de podium, mais on s'est dit quitte à être ridicule, autant le faire avec le réalisateur. Avec les pointures. Voilà, qui de toute façon, toutes ces scènes sont les meilleures. Enfin, et puis alors pour y avoir repensé, y avoir passé du temps, je sais pas vous, mais clairement ça se vérifie. Ah oui, oui, on n'est pas dans le menu frottin, si je puis dire. Là. Non, et puis alors chaque fois je me dis, ah mais il y a cette scène, il y a cette scène, il y a cette scène, et j'avais une liste oui. c'est interminable. Alors on a quand même essayé de réduire à 3 scènes, à un top 3, avec 2 mentions honorables. Tout à fait. Ça fera 5 scènes en tout. Avant de commencer cette vidéo, on voudrait vous dire que nous sommes très heureux que vous soyez là avec nous. On vous enjoint à liker cette vidéo, mettez des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. Des pouces, des doigts, des commentaires, des partages, bon sang. Vos petits commentaires nous feront du bien, vos pouces nous feront du bien. Les abonnés, on pense à vous, on vous aime. Les autres, abonnez-vous. Ce format, c'est une première fois, mais on espère qu'il y en aura d'autres. Donc c'est parti pour ce top des meilleures scènes de Stanley Kubrick. Alors, vraiment, c'est le réalisateur qu'il fallait pas choisir pour faire un top. Il n'y a que des bons films. Et il n'y a que des bonnes scènes dans chaque film. Qu'est-ce qui est à jeter de Stanley Kubrick? C'est une espèce de suite continue de scènes cultes. Bon, avant de commencer, je voudrais quand même dire que la première chose qui me vient quand je pense au... Et finalement, j'en ai pas mis dans mon top, mais la première chose qui me vient quand je pense à Stanley Kubrick, c'est les scènes d'ouverture. Parce que ce soit la première séquence d'Orange Mécanique, par exemple, immémorial. Que ce soit la première séquence de Shining, que ce soit la première séquence de Full Metal Jacket, les premières images de Eyes Wide Shut, enfin à chaque fois j'avais ces images, c'est tellement des entrées en matière tellement fortes et tellement puissantes. Je me suis dit je pourrais faire que les intros, par exemple. Oui, c'est très juste. Toutes les ouvertures, mais pas que. C'est-à-dire non seulement les ouvertures, mais tous les plans finaux. Ah oui. Plan final, où le plan final de chacun de ces films est aussi magistral. Absolument. Il fait partie d'ailleurs dans mon top, il y a des ouvertures et des plans finaux. Ah, d'accord. Alors moi je n'ai pas d'ouverture, je pense, mais j'ai effectivement une séquence finale. Donc je vais commencer, je commence. Alors attendez avant de regarder la suite de cette vidéo, parce que là pour le coup on va parler des scènes, parfois on va spoiler carrément les films, on va s'en foutre totalement que vous ayez vu ou pas les films. Donc alors que ça vous donne envie de regarder les films, c'est parfait. Voilà. Donc j'essaierai de mettre un petit, quand on arrive au spoil, j'essaierai de mettre une petite annonce, une petite sirène ou un truc pour que vous sachiez, ça vous empêche pas de regarder la petite sirène, enfin de sauter la petite sirène. Non, je sais pas. De sauter la petite sirène, non, c'est pas une bonne idée. Non, comme ça vous permet de savoir, de pouvoir regarder quand même un petit peu la vidéo et de connaître notre top. Après, si vous connaissez pas un film, vous pouvez sauter juste cette partie-là. Enfin, voyez quoi. En tout cas, vous lancez pas là-dedans comme des bleus à vous ramasser, parce que c'est vraiment, il n'y a rien de plus triste que de spoiler un film, et en particulier un film de Stanley Kubrick. Ah bah oui, là c'est certain. Voilà. Les scènes, je les ai choisies évidemment pour la maestria de la réalisation, pour la maestria de la musique, du son, vous en avez parlé, c'est très important. La direction d'acteur. Mais voilà, j'allais dire, il y a la dimension des actrices de ces films qui, en revoyant ces scènes, en fait, la plupart des choix que j'ai faits, je les ai faits aussi beaucoup par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose d'unique où j'ai l'impression qu'il a transcendé des niveaux comment dire,
comment dire, de normes Oui, du jeu actoral dans comment ces films. Oui, comment jouer, comment interpréter. Il a poussé tellement loin, on le sait, hein, par le nombre de prises, voilà, par le nombre de prises, par la façon dont il dirigeait parfois très très durement et de manière qu'on pourrait aussi dénoncer comme étant de la maltraitance, hein, et on le fait. Alors je vais commencer cette série par Dr. Strangelove, or how I learned to stop worrying and love the bomb. Et comment j'ai appris à arrêter de m'en faire et à aimer la bombe. Je pouvais pas vraiment ne pas le mettre dans mon top. Il fait partie d'un immense film et qui, je trouve, prend aujourd'hui dans notre actualité une résonance toute particulière. Voilà, donc, et je voudrais, là encore, je vais parler de la séquence finale du film. Cette séquence complètement hallucinatoire. Quand je dis séquence, je mets à la fois la toute fin, les dernières images, évidemment, de bombes atomiques répétées sur la musique. Pour moi, cette dernière scène, c'est avant tout l'interprétation de Peter Sellers dans le rôle du docteur. Évidemment, cette séquence, qui est la dernière séquence, l'avant-dernière séquence du film, très exactement, enchaîne directement après le plan iconique du Texan qui chevauche la bombe atomique, plan absolument incroyable. On a l'explosion nucléaire. Et puis voilà, on y est. Le docteur Folamour sort de l'ombre et propose sa solution finale, à savoir un pourcentage de l'humanité pourrait se retrouver dans des souterrains, dans des abris souterrains anti-atomiques et sélectionnés par une intelligence artificielle on pourrait avoir les meilleurs spécimens qui se reproduisent et puis créer une nouvelle race humaine finalement. Mais si j'ai choisi cette scène, c'est évidemment et avant tout pour Peter Sellers, parce que, pour Peter Sellers et puis pour la liberté que Stanley Kubrick lui donne en fait, qui est assez contradictoire avec l'image qu'on peut avoir de la direction de Stanley Kubrick, tyrannique, ultra précise. Et dans cette scène, on voit que là, il a laissé totalement aussi libre cours au génie de Peter Sellers, à tel point que l'acteur qui joue l'ambassadeur, Peter Bull, l'acteur Peter Bull qui est juste à côté, qui est le seul personnage en lumière de ce plan, va friser au moins 2 fois dans la scène de manière très très visible, tellement la proposition de Peter Sellers je pense, est inattendue pour tout le monde sur le plateau et qu'il n'y avait pas 36 prises, c'était celle-là. Donc Peter Sellers qui joue évidemment également le président et qui joue un 3e rôle dans le film d'ailleurs, très important. Là on peut voir Peter Bull qui essaye vraiment de contenir. Ça bouge un peu derrière aussi. Hein. Oui, on sent que tout le monde se contient pour... Évidemment, donc la proposition de la solution, c'est d'inclure la haute société, l'élite, voilà. Et l'actualité immédiate de cette scène, j'ai même pas à la rappeler, hein, à la fois en termes de guerre mondiale, de menaces nucléaires, mais aussi de gestes entre guillemets pouvant s'apparenter faisant référence à l'idéologie nazie, comme dirait Jordan Bardella. George C. Scott ici qui est extraordinaire aussi. Quand on parlait tout à l'heure du jeu d'acteur qui est complètement antinaturaliste. Et là vous allez voir Peter Bull qui craque. Il faut dire que ça doit être juste
impossible de tenir, quoi. Quand t'as l'autre qui continue la scène tout en... Ça y est. Ouais, là, On voit les pommettes. oui, qui remontent. ça monte. Là, il se retient. Also, when they go down into the mine, everyone will still be alive. There will be no shocking memories, and the prevailing motion will be one of nostalgia for Le personnage est russe, donc Et il c'est- est pas censé comprendre d'ailleurs. With a spirit of bold Là, la curiosity coupe, for pour the l'instant, qu'elle est adventure venue ahead. juste pour sauver le fou rire qui montait. Bon, mais cette proposition, cette improvisation complètement incroyable à la fin d'un film comme ça, avec le C'est un sujet peu- que ça a. Ce qu'on retrouvera chez Bruce Campbell quand il fera Oui, la scène de la main dans Evil Dead. dans Evil Dead, ouais. Je peux pas m'empêcher de penser à Gene Wilder un petit Oui, peu c'est aussi. vrai, tout à fait. You mentioned the ratio of 10 women to each man. Wouldn't that necessitate the abandonment of the so-called monogamous sexual relationship? Les sujets évoqués As far as sont men were concerned. extrêmement drôles, évidemment. Regrettably, yes. The sacrifice But it is, required for a the future of the sacrifice human required for race. the future of the human race. Qui Lessons voudrait learned que chaque since each homme man serait will be required serait to do obligé prodigious de procréer service constamment along these lines. dans cette, Women will dans have cette to be orgie, selected for their sexual dans cette nouvel ordre mondial characteristics, which will have orgiaque. to be of a highly Et là, le faux raccord stimulating nature. évident entre ce plan et le suivant, qui montre bien que, contrairement, enfin, que Stanley Kubrick n'avait, je pense, absolument rien à faire, et je l'ai lu en confirmation sur le montage de Shining, des raccords et des faux raccords, il ne considérait pas ça. Il cherchait le plan le plus fort, l'interprétation la plus forte, la plus Là, le plan, intéressante. il est beau, il est très graphique, Ouais, complètement. très science-fiction. Tout à fait. Oblique avec cette pente. On est pratiquement dans 2001 là. Hein. Imagine if these new developments are going to cause any change in Soviet expansionist policy. I mean, we must be increasingly on the alert to prevent them from taking over other mine shaft space in order to breed more prodigiously than we Tout do. ça a lieu évidemment après que la bombe a explosé, donc on est vraiment dans... Mr. President, we must Il n'y a not que des hommes. allow Et ouais, a cette mine fin shaft complètement improbable, I have a plan. mais si drôle. Monsieur! I can walk! Et voilà, avec je dirais, je sais pas si c'est la séquence finale ou presque le générique de fin déjà, Ce florilège. ce florilège Le best-of des de explosions ce qui nous attend. nucléaires. Oui, c'est ça. Alors, en quatrième position, J'ai hâte de savoir. c'est une scène de Shining. Oh, ok. C'est une scène qui arrive au bout d'une 40-45 minutes à peu près. De toute façon, dans Shining, là, j'y ai beaucoup pensé à Shining, évidemment, en préparant cette vidéo. Dans Shining, mais il n'y a que des scènes Oui, cultes. tout C'est est, impressionnant. Enfin, c'est... Mais là, j'ai vraiment pensé que c'était, Donc, je suis très curieux de dans mon savoir celle que ressenti, vous avez choisi. face comment dire, à l'histoire, à la fois du roman de Stephen King, à toute l'histoire, tout le background légendaire qu'il y a autour du tournage de Shining, autour des acteurs de Jack Nicholson et Shelley Duvall, notamment, et le jeune acteur qui joue Danny Torrance. Danny Lloyd. Peut-être Danny Je crois qu'il Lloyd. s'appelle Danny aussi. Ouais. Oui. C'est la scène où il est à son bureau, ce qu'il appelle son bureau, Je vois quelle scène en vous train voulez dire. d'écrire. Ouais. Et, Et il veut pas être dérangé. et il veut pas être dérangé. Voilà, tout à Voilà. fait. C'est exactement ça. Très C'est bien, la je scène vois. où il ne veut pas être dérangé. Je vois. Très bien. Et je Très me bon suis- choix. Alors j'ai choisi cette scène, ça commence comme ça avec un lent travelling. On voit une symétrie absolument parfaite dans tous les éléments qu'il y a dans le plan, excepté la lampe. Là on a un plan sur Nicholson, sur Jack Torrance qui est absolument... on sent très serein, très apaisé, il écrit. Vous voyez là, Ouais, derrière, ouais, tout à ça fait. comme deux yeux démoniaques. Ça c'est très kingien. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce plan-là incarne, je trouve que là, il incarne tout à fait Stephen King, qui est au cœur de l'œuvre, l'écrivain maudit, qui n'arrive, alcoolique, qui n'arrive pas à trouver l'inspiration. Quand on sait ce qu'il est en train d'écrire, d'ailleurs, c'est très, quand on a déjà vu le film, c'est très cynique d'ailleurs. Et la musique qui enfle, c'est une musique un peu magique, un peu mystérieuse. Et au moment où Wendy va dire un mot, la musique change de ton. C'est extrêmement précis avec le montage sonore.
Vous voyez, là ça change de ton et la musique va se ponctuer au moment où elle arrive et Jack Torrance arrache la page. Et c'est une des rares scènes, en tout cas de scènes plutôt tendues je trouve, où il n'y a pas de musique. Chant contre chant, il impose un rapport de force qui est très souvent là dans ses plans chez Kubrick. Il y a souvent un personnage assis, un personnage debout. Et c'est un plan qui revient très souvent dans ses films, que j'ai pu remarquer dans Barry Lyndon, dans Orange Mécanique notamment. Elle, il la filme avec vous voyez, elle a un visage très angélique, très ingénu, et elle a un fond blanc derrière elle. Qui est presque abstrait. Qui est presque abstrait, en tout cas qui lui donne une couleur à la fois neutre mais douce. Très douce, elle est très souriante, elle a beaucoup d'amour dans les yeux, elle veut lui apporter des sandwichs, elle veut pas trop le déranger. Elle est vraiment dans un petit couloir de lumière, encadré par l'obscurité. Oui, oui. Elle n'a pas d'échappatoire ni dans un sens ni d'un autre. Oui. C'est comme s'il n'y avait pas de fond. On se demande ce que c'est. On se demande ce que c'est. Normalement, on devrait voir une fenêtre, on devrait voir qu'est-ce que c'est que ça en fait. Non, on dirait quelque chose Là, on de dirait totalement abstrait, elle est que son visage est dans un espace donné et que le reste est rongé par l'obscurité. Oui, par le néant. Ou par une porte d'ascenseur aussi, oui. On pourrait imaginer, oui, tout à fait. qui va se refermer. Et lui, il est filmé, vous voyez, on retrouve... D'ailleurs, quand le plan de départ, on voyait le fameux ascenseur avec les deux yeux pendules qu'on verra plus tard s'écouler des litrons de sang. Et là, il est filmé vraiment avec les portes de l'enfer derrière lui, encore une fois. Là, hein. Et il a l'air démoniaque. Il est assis sur un genre de trône, on dirait le diable sur son trône qui regarde un ange. Et cette scène est terrible parce qu'elle présage de la violence à venir. C'est une scène d'humiliation totale. Elle n'est pas physique, mais il lui parle comme à une demeurée, comme à une enfant, extrêmement agressif. Et je trouve cette scène vraiment très très forte. Je crois que c'est une des scènes qui m'ont le plus impressionné dans ce film. Il y en a de nombreuses. Il y a un code couleur très fort aussi qui revient. Le vert sombre qu'il a de sa chemise, qu'on retrouve au début dans sa cravate, qu'on retrouvera dans le labyrinthe. Il y a le vert sombre et le rouge. Et le rouge est très fort, on voit qu'elle a des chaussures très rouges, très vives, comme si elle venait imposer quelque chose de décalé. C'est elle qui a brisé la symétrie. Là, le plan là n'est plus symétrique. Et, Jack Torrance est légèrement décalé, il est plus au centre. Il reprend. Et là, d'un seul coup, une sérénité absolue dans son visage. Kubrick a énormément travaillé sur l'aspect illogique de l'architecture de l'hôtel. De l'Overlook. Ouais. Alors j'en veux pour preuve ici, dans ce plan, cette chaise que vous voyez là. Et vous allez voir que je laisse juste défiler la scène. Que dans le plan suivant, cette chaise n'y est plus. Oui. Et là, ça fait plus qu'erreur de continuité. Oui, mais là, je pense que ça joue avec l'idée fantomatique du lieu. Complètement. Ce qu'on note aussi dans cette scène qui n'est pas expliquée véritablement, c'est pourquoi à côté de lui, on le sait dans le livre de Stephen King, il a des archives là. Oui, tout à fait. On ne sait pas comment il les a trouvées. Alors il y avait une scène, c'est une scène qui a été coupée dans le film. Oui. Et c'est vrai que du coup, on en voit des traces en voyant ce grand livre d'archives dans lequel il y a les articles de journaux de toutes les... Et c'est drôle parce qu'il nous a mis... Toutes les personnes de tous les événements étranges ou surnaturels ou horrifiques qui sont passés dans l'hôtel. C'est drôle parce qu'il nous est proposé vraiment au premier plan, il est littéralement sous nos yeux, mais il reste flou. Tout à fait. Comme s'il était quand même important, mais inconscient. C'est très intéressant. Voilà, là on arrive... au pied du podium. Voilà, on n'est pas dans le menu frottin. Là. Non, là on arrive au pied du podium. Et en troisième position, ça peut paraître terrible de dire que je la mets en troisième position, mais je vais quand même la mettre. Je mettrai 2001, l'Odyssée de l'espace. J'ai hésité un petit peu avec la scène où Bowman et son collègue parlent. Et on voit cette conversation vue par Hal qui lit sur leurs lèvres cette scène que je trouve extraordinaire où en fait on est en vision subjective et en complicité, nous, spectatrices de Hal. Donc j'ai vraiment longtemps hésité avec cette scène, mais en revoyant la scène, qui n'est pas la scène finale, mais qui n'en est pas loin, la scène de la mort de Hal. But I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission
Déjà, le set design, il est juste fou. Dave, stop. C'est vraiment un tombeau. Je pense vraiment à... Stop, will you? Ça m'évoque un truc presque égyptien. Oui, c'est vrai. Stop, Dave. Oui, comme toutes ces archives ressemblent à des hiéroglyphes, quelque part. Un petit peu, on toute dirait. la mémoire de l'ordinateur. C'est ça, ouais. Et Toute sa vie. ce qui me frappe dans cette séquence, c'est que il ne s'y passe pas grand-chose. C'est le climax du film, et le seul geste, c'est ce même geste qui va être répété I'm afraid. avec la lenteur de ces disques ou des espèces de disques mémoire. Puis on est en apesanteur, donc I'm afraid, Dave. donc tout est lent, tous les vous voyez tous les disques mémoriels sortent Très lentement avec un rythme égal, et c'est toujours ce même geste. My mind is going. Le son est complètement incroyable, comme dans tout le film d'ailleurs. I can feel it. Cette volonté d'avoir travaillé Immergé, beaucoup sur le silence et sur les sons entre guillemets réalistes Et oui. de la... Puisqu'il n'y a pas de son dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc le son ne peut pas se propager. Donc dans le film, c'est un des rares films qui respecte vraiment cette loi, loi physique. There is no question about it. Dans tout film d'aujourd'hui, vous êtes sûr que dans une scène comme ça, il y aurait une musique C'est I can feel it. de Hans Zimmer, probablement. le film de Nolan, oui, c'est Oui. ça. Là, il y a... Interstellar, voilà. I can feel Très it. proche, ouais. Là, il n'y a pas la musique de Hans Zimmer, il n'y a rien du tout, il y a juste cette respiration et ces espèces de souffles qui sont à la fois organiques et mécaniques. I'm afraid. On ne sait pas trop ce qui respire, si c'est c'est évidemment le casque, la bouteille d'oxygène. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. On a presque l'impression que c'est la respiration de Hal ou la respiration du lieu même, parce qu'elle prend toute la place. Et puis cette chose tragique qui ressemble un peu à Alzheimer en fait. Tout d'un coup il régresse, il redit des phrases élémentaires, il se représente. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy. Puis il va aller vers l'enfance en fait, Oui, tout à fait. à force de cette perte. Et c'est ça qui est extrêmement touchant, dans le sens où on est à la fois dans une scène de suspense, on voit bien la peur du personnage et on sent bien que c'est au péril, que c'est une question de vie ou de mort. Et en même temps, on commence paradoxalement pour cet antagoniste froid qui n'est même pas humain, qui est calculateur, qui est un ordinateur, quoi. Et ben on commence à ressentir une empathie incroyable. En fait, de la terreur qu'on avait au départ, quelque chose d'autre arrive. On a l'impression qu'il culpabilise, on a l'impression qu'il est en train de commettre une euthanasie. Good day, gentlemen. This is a pre-recorded briefing made prior to your departure, in which, for security reasons of the highest importance, has been known on board during the mission only by your HAL 9000 computer. Now that you are in Jupiter's space and the entire crew is revived, it can be told to you. 18 months ago, the first evidence of intelligent life off the Earth was discovered. It was buried 40 feet below the lunar surface, near the crater Tycho. Except for a single, very powerful,
radio emission aimed at Jupiter, Et oui, ce mystère de Jupiter. the 4-million-year-old black monolith has remained completely On inert. commence à rentrer un peu là dans le plan hypnotique Its origin qui va être... Jupiter est au-delà de l'infini. Voilà. Ah oui, alors ça, combien de fois j'ai regardé cette séquence. Bon, mais c'est autre chose. Voilà. C'est une scène qui me frappe parce que par ce mélange de à la fois climax de films de science-fiction classique, j'ai envie de Tout à dire, fait désamorcé. Ouais. et complètement désamorcée et à la fois complètement émotionnelle Bouleversante. et bouleversante. Et on retrouve quand même le thème aussi du meurtre, en fait, qui est dès le départ annoncé par la séquence première, quand on voit à l'aube de l'humanité ce primate s'emparer de l'os, de l'arme, de passer de l'outil à l'arme. Absolument. Et là, on a l'outil, à proprement parler, qui est le tournevis, qui est l'arme de destruction de l'intelligence artificielle. de cette intelligence artificielle. Et là encore, je trouve qu'on est dans des thèmes d'une modernité plus de 40 ans après, largement plus de 40 ans après, plus de 50 ans après, dans une modernité à la fois visuelle, à la fois thématique extraordinaire. Absolument. J'ai longuement hésité entre la 1 et la 2. Médaille d'argent, donc. Médaille d'argent, absolument. Je vais mettre une scène du film Shining. Alors, franchement, j'ai revu tout le film en long, large et en travers, que je connais déjà par cœur. Oui. Il m'en restait 2 qui se battaient. Alors, lesquels, Voilà, bien sûr. les 2 qui se battaient, c'était la fameuse scène de l'escalier et de la batte de baseball. Wendy. Darling, light of my life. Et c'est pas la scène que j'ai choisie. J'ai finalement choisi la scène du cauchemar. C'est juste après cette séquence de la chaudière qui, pour les aficionados du roman de Stephen King, savent, ceux qui savent. Toi-même, tu sais. Et donc là, on entend un espèce de bruit un peu, on sait pas trop, un espèce de wouh. C'est pas trop ce que c'est. Rumeur, ouais, on sait pas trop. Ouh. Elle-même ne sait pas ce que c'est. Oui, comme un aboiement, exactement. Et la caméra la laisse passer, ouais. Et voilà, un des fameux zooms à la Kubrick. La façon dont il dort est assez exceptionnelle aussi, la position. Le cri est terrifiant. Ouais, d'ailleurs, ouais, tout à fait. Et là, on a cette steadicam qui est un petit peu moins stabilisée que d'habitude parce qu'on est dans la panique et on est dans quelque chose de très rapide. Donc cette fameuse steadicam qui a été inaugurée, on va dire, par ce film. Et là, on est passé sous la table et on a ce regard de terreur absolue. Il est encore en train de se réveiller. Et il a peur, il regarde alentour comme un animal traqué. Et cette scène, c'est une scène clé du film parce que c'est la dernière fois dans le film où Jack Torrance aura une réaction normative à ce qui lui est en train de lui arriver, à savoir qu'il va pleurer, qu'il est terrifié, qu'il exprime quelque chose qui est encore normatif. À partir de la fin de cette scène, la scène suivante, c'est la scène de la Gold Room, et il va clairement basculer dans la folie et on va dire, dans le lore de l'Overlook. Mais voilà, il y a ce plan absolument incroyable de l'arrivée de Danny. Très somnambulique. Complètement, et effectivement, on ne sait pas de quoi on doit avoir peur, on ne sait pas encore ce qui se passe, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de très fort, de menaçant et d'horrible. Tout à fait. Et le rapport d'échelle entre ces parents qui sont tout petits, tout au fond, et ce rapport qui va ensuite s'inverser dans un contre-champ qui viendra un peu plus tard, où on verra Danny dans les bras de sa mère, du point de vue de Jack. Donc on sent que là, il y a symboliquement l'éloignement, le fossé se creuse entre Danny et Jack, et elle va clairement rejoindre, elle vient le rejoindre et elle se rend compte qu'il a été blessé. Torrance dans le fond. On voit toujours Torrance entre eux,
et Torrance et l'ascenseur, peut-on dire. Et il faut savoir que c'est la scène qui vient juste après l'entrée de Danny dans la room 237. Voilà, et ce contre-champ où tout d'un coup c'est eux qui sont loin, qui sont isolés. Bah là, lui, tout à l'heure, vous disiez que c'est le diable dans son fauteuil. Bah là, on peut pas plus que dans ce plan-là, où, de dos comme ça, où la présence est menaçante en soi. Est-ce que tu veux bien remettre un peu en arrière ? Bien sûr. Juste pour qu'on re-regarde vite fait. Ce qui est terrible, c'est que dans cette scène, alors qu'il vient de raconter qu'il a cauchemardé, qu'il était horrifié par ce qu'il avait fait, la première chose, c'est qu'elle se tourne vers lui avec ce son et ce mouvement de tête très très drôle, et elle va le suspecter tout de suite. C'est la première chose qui vient. Alors que depuis le début de film, il y a le tabou sur la violence, puisqu'il a déjà été violent avec il Danny. a cassé le bras de son gosse. Il a cassé le bras de Danny plutôt. C'est aussi, ça se termine par un plan, je sais que quand on regardera tout à l'heure ce plan, on pourra pas ne pas rire. Ça se termine sur un contre-champ de Jack Nicholson, de Jack Torrance, qui est dans un état de... Il n'y a pas de description de ce jeu. On est dans du no. You did this to him, didn't you? You son of a bitch! You did this to him, didn't you? How could you? How could you? Oh. Même le fondu enchaîné. Ouais, lui donne il est un air, incroyable. C'est vraiment infernal, ouais. Et là, ça y est, il est de l'autre côté. Ouais. Il est complètement possédé par l'hôtel. La bête est en train de surgir en lui et de le posséder, quoi. Et effectivement, donc ce visage qui rappelle le tableau Le Désespéré de Gustave Courbet, c'est sans doute pas un hasard. Voilà, ce visage horrifié. Et on sent que ce qu'il est en train de vivre et d'éprouver le dépasse complètement, mais dépasse même son humanité, dépasse son âme. On est dans l'horreur Lovecraftienne, dans ce visage complètement à la fois terrifié, et avec ce haut, ce constat. La scène se termine quand même sur ce haut qui à la fois veut rien dire et veut tout dire, qui est à la fois comique, et c'est toujours ce décalage aussi dans tout ce film en particulier, mais souvent chez Kubrick, entre le tragique et le comique, le grotesque et l'horrifique. Le dubitatif de l'expression finale de Jacques Torrance, qui fronce les sourcils et qui dit effectivement... Qui est très dubitatif sur ce qu'il Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Encore dans un rêve ? Est-ce que je suis encore dans un rêve ? Eh bien moi pour votre médaille d'argent, mon chamois d'or, c'est la médaille d'argent. Eh bien il se trouve aussi que c'est une scène de Shining, une deuxième scène donc que j'inclus dans mon top, qui est la scène d'ouverture, figurez-vous. Ah mais oui. Est-ce que déjà je peux commencer par dire que je suis content que vous ayez choisi cette scène parce qu'on a quand même une scène d'ouverture de Stanley Kubrick qui aurait pu être toute dans le top. Alors ce qui est très fou dans cette scène d'ouverture, c'est qu'elle... moi je me souviens quand j'ai découvert Shining, ça devait être vers 14-15 ans, ce film était précédé d'une réputation. Sans l'avoir vu, vous saviez que c'était un film... fou, qui faisait peur, qui était un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Et à l'ouverture de ce premier plan qu'on voit survoler près de l'eau, très rapidement, on voit quelque chose s'approcher très vite de l'objectif, de la caméra. On ne sait pas ce que c'est, on n'identifie pas tout de suite. Il y a quelque chose, et tout de suite, on bascule, le plan devient oblique, se tourne, et cette musique qui est tout à fait décalée, qui est très étrange, que je ne connaissais pas à l'époque, que j'ai analysé depuis, mais en tout cas qui présage quelque chose de solennel et forcément de funèbre. Et ensuite, pour ceux qui connaissent le roman de Stephen King, ce qui est très fou, c'est que ce plan aérien, pour moi, c'est presque le Shining, c'est presque l'esprit de l'Overlook Hotel qui est déjà là, vous voyez, qui va frôler même la voiture de Torrance de très près.
à cet endroit-là et qui le laisse et qui survole, qui se joue un peu comme si c'était le destin ou les esprits de la forêt qu'on voit d'ailleurs très en surplomb. On entend d'ailleurs des petits comme des chants indiens. C'est quelque chose de tribal dans la musique, des cris très étranges. Et vous voyez, on voit croiser, alors c'est peut-être un hasard ou une coïncidence, des voitures qui sont à l'arrêt. Il y en a une là, il y en a une seconde à la sortie du tunnel, qui est même avec les portes ouvertes. On voit personne d'ailleurs. Et il ne va croiser qu'une seule voiture dans toute cette qui vient dans la direction opposée. On ne croise pas un seul véhicule qui va dans le même sens que lui. Vous voyez, un véhicule abandonné à nouveau. Et là, un véhicule peut-être qui, métaphoriquement, fuit les montagnes ou l'Overlook Hotel. Et là, on s'enfonce de plus en plus dans les montagnes, les arbres sont de plus en plus acérés et menaçants. On dirait des dents, des pics. Vous voyez encore une voiture qui vient à contresens. Et ça débule de plus en plus. Ça débule de plus en plus, et il y a quelque chose de vraiment funeste. Et en même temps, on suit cette route très sinueuse, comme les méandres de Jacques Torrance. Vous voyez, ça devient de plus en plus froid. Ça nous rappelle ce qui va se passer à la fin aussi, dans le plan final. On arrive à nouveau comme si tout ça était écrit. Et cette musique, donc, vous voyez, qui finit avec le survol de l'Overlook Hotel, où tout va se dérouler, tout va se passer et tout se conclure, avec des voix presque fantomatiques qui ponctuent cette scène au-dessus de l'Overlook. Les fantômes sont annoncés, clairement. Et ce qu'il y a de très troublant dans cette ouverture, c'est le choix musical de Kubrick, donc qui a demandé à Wendy Carlos de reproduire la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Ce fameux thème-là, qui est un thème funèbre. Je crois que c'est le seul, ou non, peut-être pas le seul, mais c'est un des rares thèmes composés par Wendy Carlos, qui en a composé énormément pour le film. Oui, tout à fait. Et c'est un des rares qui a finalement été utilisé, Et alors, ce qui est très troublant, c'est que quand on connaît l'histoire de cette symphonie fantastique d'Hector Berlioz, donc qui est de 1830, dans cette histoire, en tout cas, de la symphonie fantastique, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme qui n'est pas réelle, qui n'existe pas, une vision qu'il a, et tant et si bien que ça le rend fou, et qui va finir par s'isoler à la campagne. Alors là, pas à la montagne, mais à la campagne. Et il va finir par tuer sa femme parce qu'il s'enferme dans sa tristesse. Il ne peut pas tomber amoureux de cette vision. Il va finir par tuer sa femme et donc être arrêté, jugé et condamné et exécuté par le tribunal qui le suit à ce moment-là. Et il va mourir, et on va le voir arriver en enfer, où des démons, notamment des démons, des fantômes et des visions très étranges, dont cette femme, vont lui jouer perpétuellement cette musique-là. Bon, ben voilà, on arrive. Alors on y arrive. À la médaille d'or. Quelle est la meilleure scène de Stanley Kubrick? Alors, eh ben, la scène numéro 1 de la médaille d'or, c'est une scène de 2001, l'Odyssée de l'espace. J'ai un amour invétéré à ce film. Je pense, il est bien possible que ce soit le premier film de Stanley Kubrick que j'ai vu. Je l'ai vu très tôt, trop jeune. Je pense que je l'ai vu vers 10 ans, vraiment, où je n'ai absolument rien compris. Je pense que c'est mon père qui m'avait conseillé de l'enregistrer, ou qui me l'avait enregistré, qui m'a dit tu vas voir, c'est spécial. Il m'a dit tu verras, on traverse toute l'histoire de l'homme, il y a de la science-fiction. Il savait que j'aimais bien Star Wars quand j'étais gosse, comme tous les gosses, tous les gosses. Il m'a dit t'as aimé Star Wars, tu vas aimer 2001 en quelque sorte. Et je peux pas dire que je n'ai pas aimé. J'ai été bouleversé, même à 10 ans, par ce film. Je me souviens d'avoir regardé d'une traite, il me semblait être interminable, il fait pas loin de 3 heures, il fait pas exactement 3 heures, mais en tout cas quand on est enfant, on a un rapport au temps, le temps cinématographique assez décalé. Je me souviens que le film me paraissait interminable, dilaté, et qu'on traversait tout, et j'étais à bouche bée comme ça. Et la scène donc que je mets au firmament de ce film, c'est la scène qui est dans la première section du film, L'aube de l'humanité. C'est la scène où les singes découvrent le monolithe. Et c'est la scène où le spectateur découvre également le monolithe. On a un fondu vers
vers ces singes, ces primates qu'on a vus déjà plusieurs fois, plusieurs minutes à Juste le l'écran. travail de maquillage et de Travail de crédibilité maquillage qui est extrême. époustouflant pour l'époque Bah encore oui, plus. c'est totalement sidérant. Ce qui est fou, en fait, c'est qu'on entend un bruit comme un bourdon, un essaim, quelque chose qui est hors champ qu'on ne voit pas, et que les singes, que les primates voient. Et on ne sait pas ce que c'est. Et là, on le découvre. Deuxième plan, on le découvre. Et cette vision-là, moi, m'a terrifié. J'ai vu ça et j'ai été... comment ce truc-là pouvait être là. Quelque chose qui est là et qui en même temps ne l'est pas. Est-ce que c'est... On ne sait même pas la perspective qu'on a. Si c'est une porte, troisième plan. Si c'est une porte, si c'est une barre, si c'est deux lignes noires et une ligne noire et une grise l'une à côté de l'autre, on ne sait pas ce que c'est. On dirait presque une installation artistique, une performance de la part des primates. C'est une anomalie totale. Et vous voyez, qui irradie totalement la musique qui était intradigétique. Devient extradigétique parce qu'elle envahit totalement, elle couvre le bruit des primates. Le son, la musique, ou je ne sais pas ce qu'ils entendent, en tout cas, on le voit pas, là on le découvre. Vraisemblablement, moi c'est ce que je me suis dit en tant que jeune spectateur, que c'était cet élément, ce monolithe qu'on apprendra plus tard, qui émane, qui irradie littéralement ces chants qui sont ni angéliques ni infernaux, mais qui sont totalement dissonants, qu'ils enflent, un peu comme un vent, comme quelque chose d'absolument... Moi, je me rappelle m'être recroquevillé dans mon siège quand j'ai vu cette séquence-là, à la fois fasciné, terrifié, bouleversé, et je ne saurais dire pourquoi. C'est absolument... Et c'est là toute la quintessence, je trouve, du cinéma de Kubrick. C'est qu'il y a des endroits qui vous cueillent, et vous ne savez pas pourquoi. Alors évidemment, il y a tout le côté métaphysique du roman d'Arthur C. Clarke, qui est au cœur quand même du sujet de ce film, mais il n'empêche que visuellement, là on voit carrément deux lignes, on voit même plus de monolithe. C'est comme s'il y avait des pixels qui étaient morts, vous voyez, à l'écran. C'est totalement surréaliste. Et ces primates qui s'en approchent, qui essaient de le toucher, la musique qui change de gamme, c'est d'une précision ahurissante dont ils le touchent, ils essaient de le goûter, de le sentir. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est effrayant, et en même temps on l'apprendra par la suite, c'est quelque chose qui va faire évoluer l'humanité, qui va aider peut-être l'humanité, qui va se retrouver aussi plus tard, tout au long du récit finalement. C'est la séquence qui précède celle de l'outil qui devient oui, tout à fait, la violence, absolument, en fait. Absolument. C'est là, à chaque fois que le monolithe apparaît dans l'histoire, l'humanité fait un bond dans ou dans l'évolution, ou dans la régression d'ailleurs, mais en tout cas il y a une forme d'évolution. Et là on a un alignement funeste, totalement fou, et c'est cette coupure brute du son qui vous laisse presque au bord d'une falaise. On ne sait pas si on a envie de plonger. Mais en tout cas, c'est la scène. Il y a plein de scènes extrêmement. J'ai le même, le même appétit et la même fascination pour la séquence finale, qui est totalement à la fois psychédélique, envoûtante, et que je ne me lasserai jamais de voir, l'entièreté du film d'ailleurs. Mais cette séquence-là, où on voit pour la première fois dans l'histoire du cinéma apparaître cette chose qu'on désignera par monolithe, dont on ne sait pas grand-chose, tout est à faire d'interprétation. On ne sait pas si c'est une intelligence artificielle, si c'est une intelligence extraterrestre, on ne sait pas ce que c'est que cette chose, mais elle est là. Elle apparaît simplement, et elle bouleverse le cheminement de l'humanité. En tout cas, dans cette histoire. I was cured, all right. Dites-nous quelle est votre meilleure scène de Kubrick. On ne parle pas du meilleur film, on parle vraiment de la meilleure scène N'hésitez de pas la filmographie. à nous dire quelle est votre meilleure scène à vous chez Stanley Kubrick.
à commenter notre choix, à l'attaquer même, comme ça on pourra le défendre et on pourra échanger là-dessus. Et puis à nous dire aussi si ce format vous a plu, vous intéresse et si vous voulez qu'on continue. Qu'on débatte d'un autre cinéaste. D'une autre cinéaste, ou d'une actrice ou d'un acteur, ou voilà, n'hésitez pas. D'un genre ou d'un style. Ou d'un genre, tout à fait. Voilà, on avait envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent cette fois. On a quelques idées, mais si vous voulez nous partager les vôtres, nous serons tout à fait ouverts et preneurs. Absolument. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On vous embrasse, on vous aime et on vous dit à la prochaine fois. Salut.